attend les vieux. Il le détestait plus que quiconque. À la fin de sa vie, loin des lumières de Paris, Jacques Brel n'était plus une voix. Il était un silence. Installé aux îles Marquises, affaibli, presque retiré du monde, il ne parlait plus de succès, il ne parlait plus de scène. Mais certains noms restaient, gravés, intacts, comme des cicatrices que le temps n'avait pas effacées. Il avait quitté la scène au sommet, pas par fatigue, pas par lassitude, mais parce qu'il ne supportait plus ce qu'elle était devenue. Un espace où l'on expose, où l'on compare, où l'on détruit lentement sans bruit. À chaque interview, à chaque article, à chaque regard, le public applaudissait, la presse analysait, et derrière quelque chose se fissurait. Brel n'était pas un homme fait pour jouer un rôle. Il était trop entier, trop direct, trop vrai. Et dans ce monde-là, cela ne pardonne pas. Chaque mot devient une arme. Chaque différence devient une faiblesse à exploiter. Il l'a compris tôt. Mais il n'a jamais appris à se protéger. Certains l'ont attaqué ouvertement, d'autres plus subtilement, par une phrase, par une absence, par une comparaison. Ce n'était pas une guerre visible, c'était pire. Une lente érosion, une accumulation de moments où il s'est senti exposé, humilié, trahi. Avec le temps, ces moments ont formé une liste qu'il ne montrait pas, une liste silencieuse, mais précise, des noms, des visages, des instants où quelque chose s'est brisé définitivement. Parmi eux, un en particulier, pas le plus évident, pas le plus bruyant, mais celui qui l'a atteint le plus profondément, parce qu'il était proche, parce qu'il avait compris, et parce qu'il a choisi un jour de ne plus être de son côté. Brel n'a jamais crié cette haine, il ne l'a jamais mise en scène, il l'a gardée, froide, stable, définitive. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Jacques Brel était vraiment. Jacques Brel n'était pas censé réussir à Paris. Né en 1929 à Bruxelles dans une famille bourgeoise, il ne venait pas du bon endroit, pas du bon milieu, pas du bon cercle. Il n'avait ni l'élégance attendue, ni le raffinement académique que la scène parisienne valorisait à l'époque. Son accent dérangeait, sa présence déroutait, et très tôt on l'a fait sentir. Quand il arrive à Paris, il n'est personne, et pire encore, il est vu comme quelqu'un qui ne devrait pas être là. Les cabarets le refusent, les directeurs hésitent, la presse ne le prend pas au sérieux. On le trouve excessif, trop intense, presque gênant. Dans un univers où tout repose sur le contrôle et la distance lui expose tout, sans filtre, sans protection. Ses premières années sont marquées par une série de humiliations silencieuses, des soirées où il chante devant des salles à moitié vides, des critiques qui le réduisent à un provincial trop ambitieux, des regards qui jugent avant même d'écouter. Il encaisse, il continue, mais chaque moment laisse une trace, invisible, mais durable. Le succès arrive, lentement, puis brutalement, et avec lui une autre forme de pression. Être reconnu ne signifie pas être accepté. Au contraire, plus il monte, plus il dérange, parce qu'il ne joue pas le jeu, parce qu'il refuse les compromis, parce qu'il ne se plie pas aux attentes d'un système qui préfère les artistes contrôlables. Ses relations deviennent tendues, avec les producteurs, avec les journalistes, avec les autres artistes. Il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas à s'intégrer, il avance, et dans cette solitude, les conflits deviennent inévitables. Brel ne pardonne pas facilement, pas parce qu'il est orgueilleux, mais parce qu'il n'oublie pas chaque trahison, chaque attaque, chaque moment où il s'est senti exposé ou réduit. Tout reste, stocké, prêt à ressurgir. Il n'était pas un héros, il n'était pas une victime non plus. Il était quelqu'un qui avançait avec ses blessures et qui refusait de faire semblant qu'elles n'existaient pas. 5 personnes ont laissé des cicatrices qu'il n'a jamais oubliées. Numéro CINQ, Georges Brassens. C'était celui qui le réduisait sans même le regarder. Au début, il n'y avait pas de conflit direct, pas de dispute publique, pas d'insulte, seulement une présence, une comparaison constante. 2 hommes, 2 visions, et un public incapable de ne pas les opposer. D'un côté Brassens, calme, assis, presque immobile, chaque mot pesé, chaque silence contrôlé, une écriture précise, une distance froide,
Il ne cherchait pas à séduire. Il imposait une forme de respect silencieux. Et ce respect, il l'obtenait sans effort apparent. De l'autre, Brel, debout, en mouvement, le corps tendu, la voix qui tremble, qui explose, qui déborde. Rien n'est retenu, tout est exposé. Il ne récite pas, il vit. Chaque chanson devient un affrontement, chaque performance une mise à nu. Le problème n'était pas leur différence. Le problème, c'était ce que le monde en faisait. La presse a commencé, lentement, puis systématiquement, comparaison, classement, analyse, qui était le plus grand, qui était le plus profond, qui resterait. Et très vite un récit s'est installé. Brassens comme référence, Brel comme excès. Ce n'était pas une attaque frontale, c'était plus précis, plus cruel, une réduction. On ne parlait plus de ce que Brel était, on parlait de ce qu'il n'était pas assez subtil, pas assez maîtrisé, trop intense pour être sérieux, trop émotionnel pour être durable. Chaque article devenait une forme de mise à distance, chaque critique une manière de le placer en dessous, pas rejeté, mais jamais pleinement reconnu. Brel lisait tout. Il disait ne pas y prêter attention. Mais il savait. Il comprenait parfaitement ce qui se jouait. Ce n'était pas une question de goût, c'était une question de position. Et dans cette position, il était toujours celui qu'on comparait, jamais celui qu'on définissait. Le plus dur n'était pas Brassens lui-même. Brassens ne cherchait pas le conflit. Il restait dans son monde, stable, intact, presque indifférent. Le plus dur, c'était cette indifférence. Parce qu'elle renforçait tout le reste, elle validait les comparaisons, elle rendait les critiques légitimes, elle laissait Brel seul face à une image qu'il ne contrôlait pas. Il n'y a jamais eu de confrontation, pas de moment spectaculaire, pas de rupture officielle, seulement une accumulation, une série de petites fractures, discrètes, mais constantes. Et avec le temps, cette tension est devenue une certitude intérieure. Il n'était pas vu pour ce qu'il était. Il était vu à travers un autre. Ce moment ne l'a jamais quitté. Numéro 4 Gilbert Bécaud. Personne ne l'a écrasé sur scène comme lui. Quand Brel arrive réellement dans le circuit parisien, Bécaud est déjà installé, pas simplement connu. Installé. L'Olympia vibre pour lui. Le public le connaît. La presse le suit. Il incarne une forme de puissance scénique maîtrisée, presque parfaite. Et pour un artiste encore en construction comme Brel, cela ne laisse pas beaucoup d'espace. Ils partagent le même territoire, la scène, le direct, le face à face avec le public. Mais là où Brel se donne entièrement, Bécaud contrôle. Il dose, il construit, il garde la main. Et cette différence devient immédiatement visible. Au début, Brel observe, il apprend, il regarde comment Bécaud occupe l'espace, comment il impose son rythme, comment il capte une salle entière sans jamais perdre le contrôle. Mais très vite, l'admiration se transforme en tension, parce que la comparaison revient, toujours. La presse ne parle pas de deux artistes. Elle parle d'un duel. Qui est le plus fort sur scène? Qui domine réellement? Et dans ses récits, Brel est encore celui qui doit prouver. Bécaud lui est déjà la référence. Puis viennent les soirées à l'Olympia, des moments décisifs, des moments où tout se joue, sur quelques minutes, sur une réaction du public, sur une ovation ou un silence. Une nuit en particulier reste. Brel monte sur scène avec cette intensité qui le définit. Il pousse, il donne tout, il ne garde rien. Le public réagit, mais quelque chose manque, une retenue, une distance, une forme de contrôle que lui refuse. Puis Bécaud entre, et la salle change. Ce n'est pas une explosion, c'est une prise de pouvoir progressive. Le regard du public se fixe, le rythme s'installe, chaque geste est précis, chaque silence est calculé, et surtout il ne se perd jamais. À ce moment-là, la comparaison n'est plus théorique, elle est visible, immédiate, brutale. Brel comprend, ce n'est pas seulement une question de talent, c'est une question de domination, et ce soir-là, il n'est pas celui qui domine. Ce n'est pas une humiliation publique au sens classique. Personne ne le ridiculise, personne ne l'attaque directement, mais tout est là, dans la réaction du public, dans la différence de maîtrise, dans cette impression qu'il donne trop, là où l'autre contrôle tout. C'est une fracture silencieuse, mais profonde.
Après cela, quelque chose change. Brel ne regarde plus Beko de la même manière. Ce n'est plus un modèle. C'est un point de tension. Une présence qu'il refuse désormais de suivre. Parce que sur cette scène, à ce moment précis, il a été dépassé, et il l'a ressenti. Certaines blessures ne disparaissent jamais. Numéro 3, Charles Aznavour. Il a attaqué ce qu'il protégeait le plus. Avec Aznavour, rien n'était simple. Pas une rivalité ouverte, pas une guerre déclarée, mais une tension constante. Parce qu'ils venaient du même combat, la même nécessité d'exister, la même lutte pour être reconnus dans un monde qui ne leur faisait pas de place au départ. Ils n'étaient pas censés réussir, ni l'un ni l'autre, trop atypiques, trop en dehors des codes, et pourtant ils ont imposé leur nom, lentement, douloureusement, en encaissant les refus, les regards condescendants, les jugements rapides. C'est précisément pour cela que le conflit était inévitable, parce qu'il comprenait trop bien ce que l'autre représentait. Aznavour avançait avec contrôle, avec stratégie. Il construisait son image, il choisissait ses mots, il savait exactement comment se positionner. Même dans la fragilité, il restait calculé. Brel lui refusait cela, il ne calculait pas, il ne contrôlait pas, il exposait, brutalement, sans filtre. Là où Aznavour protégeait Brel, s'abandonnait. Au début, cette différence crée une forme de respect distant. Chacun reconnaît la trajectoire de l'autre. Mais très vite, cette reconnaissance se transforme en friction. Parce que le regard d'Aznavour n'est pas neutre. Dans certaines interviews, dans certaines phrases, à peine appuyées, mais suffisamment claires, il y a une distance, une manière de parler de Brel comme d'un excès, comme d'un artiste trop emporté pour durer sans se perdre. Ce n'est pas une attaque directe, c'est plus subtil, plus précis, une remise en question de ce qui définit Brel lui-même, et c'est là que tout bascule. Parce que pour Brel, ce qu'il donne sur scène n'est pas une technique, ce n'est pas un style, c'est une vérité, sa vérité. Et entendre qu'elle peut être perçue comme un manque de contrôle, c'est une attaque directe. Une attaque sur ce qu'il protège le plus. Un moment reste. Une discussion, pas publique, pas spectaculaire, mais froide, où les mots sont pesés, où chacun reste à sa place, mais où la distance devient claire, définitive. À partir de là, il n'y a plus de rapprochement possible. Ils continuent d'exister dans le même monde, d'être cités ensemble, comparés, associés. Mais intérieurement, la rupture est faite. Ce n'est pas une haine bruyante, c'est une coupure nette. Parce qu'au fond, Brel ne reproche pas à Aznavour d'avoir réussi. Il lui reproche d'avoir regardé ce qu'il était et d'avoir choisi de ne pas y croire complètement. Et ça, il ne l'a jamais accepté. Et il ne lui a jamais pardonné. Numéro 2. Serge Gainsbourg. C'était une guerre de vision. Quand Gainsbourg arrive avec sa manière froide de regarder le monde, tout change, pas immédiatement, pas frontalement, mais progressivement, une autre façon d'écrire, une autre façon de provoquer, une autre façon de séduire, et surtout une autre façon de détruire sans jamais lever la voix. Brel observe cela de loin. Il voit ce qui se met en place, une ironie constante, une distance volontaire. Là où lui se livre, Gainsbourg se protège. Là où Brel brûle, Gainsbourg calcule. Et cette différence devient rapidement incompatible. Au début, il n'y a pas de conflit direct. Ils ne partagent pas la même génération artistique, pas les mêmes débuts, mais ils occupent le même espace médiatique. Et dans cet espace, les oppositions se créent d'elles-mêmes. La presse adore cela. Deux visions de l'artiste, deux façons d'exister. D'un côté l'intensité, de l'autre le cynisme, et très vite un discours s'installe. L'époque change, le public aussi. Ce qui était perçu comme une force chez Brel devient pour certains une forme d'excès, et Gainsbourg incarne ce basculement. Ses mots sont précis, ses phrases coupent. Il ne nie pas le talent de Brel, mais il le replace, il le redéfinit, comme appartenant à un moment déjà passé, à une forme d'expression qui ne correspond plus totalement à ce que le public attend désormais. Ce n'est pas une attaque directe, mais c'est suffisant, parce que derrière ces mots il y a une idée claire, une mise à distance, une manière de dire que ce que Brel représente n'est plus au centre,
et cela Brel le ressent immédiatement. Ce n'est pas seulement une question d'ego, c'est une question d'existence artistique, être déplacé, être relégué, être vu comme une intensité d'un autre temps. Un moment reste, une interview, une phrase, presque anodine pour certains, mais précise, froide, où Gainsbourg parle de cette manière de tout donner comme d'un geste presque naïf face à une époque qui préfère le contrôle. Ce n'est pas une insulte, c'est pire, c'est une réduction. À partir de là, Brel ne cherche plus à comprendre. Il coupe, intérieurement, définitivement, parce qu'il ne peut pas accepter que ce qu'il est soit vu comme une faiblesse ou une forme dépassée. Ce n'est pas une haine explosive, c'est une rupture silencieuse. Parce qu'au fond, ce n'est pas Gainsbourg lui-même qu'il rejette, c'est ce qu'il représente, une époque qui ne reconnaît plus ce qu'il est. Il a été trahi par un monde qui ne reconnaissait plus. Numéro 1, Jacques Canetti. C'était celui qui l'a brisé. Au début, il n'y a rien de négatif. Au contraire, sans Canetti, Brel n'existe pas vraiment à Paris. C'est lui qui le remarque, lui qui l'écoute, lui qui décide de lui donner une chance quand presque personne n'y croit. Dans un univers fermé codé où les portes restent closes pour ceux qui ne viennent pas du bon monde, Canetti ouvre et Brel entre. Pendant un temps, tout fonctionne. Le regard du producteur est précis. Il comprend ce que Brel peut devenir. Il le pousse, il le place, il le structure. Il l'aide à transformer une intensité brute en une forme exploitable. Et Brel suit, parce qu'il n'a pas encore le pouvoir de refuser. Mais très vite une tension apparaît, parce que ce que Canetti construit, Brel commence à le ressentir comme une cage. Les décisions ne lui appartiennent pas entièrement. Les choix artistiques sont discutés, orientés, parfois imposés. On ajuste, on corrige, on cadre. Et ce qui au départ ressemblait à un accompagnement devient progressivement une forme de contrôle. Brel n'est pas fait pour cela. Il accepte au début. Il se tait. Il travaille. Mais à l'intérieur, quelque chose se déforme, parce qu'il ne veut pas être modelé. Il ne veut pas être optimisé. Il veut être libre, entier, brut. Et cette liberté, il sent qu'elle lui échappe. Le conflit ne se fait pas en une seule fois. Il s'installe. Lentement, dans les discussions, dans les silences, dans ces moments où il comprend que ce qu'il propose n'est pas toujours ce qui sera retenu, puis vient un point de rupture. Un moment où il ne se reconnaît plus dans ce qu'on attend de lui, où il a le sentiment d'être utilisé. Pas comme un homme, mais comme une voix, un produit, une image à exploiter. Ce n'est pas une humiliation publique. Personne ne le détruit devant les autres. Mais pour lui, c'est plus profond. C'est une trahison. Parce que celui qui lui avait ouvert la porte est aussi celui qui, à ses yeux, a essayé de le contenir, de le transformer, de le réduire à quelque chose qu'il n'était pas. Et ça, il ne peut pas l'accepter. À partir de là, il coupe. Définitivement. Pas de scandale, pas de confrontation spectaculaire. Juste une décision intérieure, froide, stable, irréversible. Canetti reste une figure clé de son parcours, mais aussi une fracture, parce que c'est avec lui que Brel comprend quelque chose d'essentiel. Dans ce monde, même ceux qui vous aident peuvent finir par vous trahir. Et lui, il ne lui a jamais pardonné. À la fin, il ne restait pas la colère visible, pas de scandale, pas de règlement de compte public, seulement des traces, des cicatrices, silencieuses, mais intactes. Jacques Brel n'a jamais été un homme de compromis. Et c'est précisément ce qu'il a exposé. Dans un monde où tout se négocie, où tout se calcule, lui avançait sans protection. Chaque mot était réel, chaque geste assumé, et chaque blessure absorbée sans filtre. Ceux qu'il a croisés n'étaient pas tous des ennemis au départ. Certains l'ont aidé, d'autres l'ont inspiré. Mais à un moment précis, quelque chose a basculé. Une phrase, un regard, une décision. Et dans cet instant, tout s'est figé. Brassens l'a enfermé dans une comparaison constante. Bécaud l'a dépassé là où il voulait dominer. Aznavour a remis en question ce qu'il considérait comme sa vérité. Gainsbourg a incarné un monde qui ne le reconnaissait plus. Et Canetti. Canetti lui a appris que même la confiance peut devenir une forme de trahison. Ce ne sont pas des conflits spectaculaires, ce sont des ruptures internes, des moments où il a compris qu'il ne serait jamais complètement accepté.
qu'il resterait toujours en décalage, toujours exposé. Et au lieu de s'adapter, il a choisi autre chose. Il est parti. Pas comme une fuite, comme une décision. Refuser de continuer dans un système qui ne correspondait plus à ce qu'il était. Refuser de transformer ses blessures en spectacle. Refuser de négocier ce qui pour lui n'était pas négociable. Brel n'était pas un héros. Il n'était pas une victime non plus. Il était un homme qui a avancé avec ses fractures et qui a refusé de les cacher. Parce qu'au fond, ces cicatrices n'étaient pas un poids. Elles étaient une preuve. La preuve qu'il n'avait jamais triché. À la fin, les gentils ne gagnent pas. Ils survivent. Et c'est pour cela qu'on se souvient de lui.